Comment ne pas faire partie des citoyens honnêtes qui sont admiratifs de cette idylle entre la jolie prof de 40 ans et le tendron de 15 à l'époque des faits, et puis en 2007, la confirmation de cet amour avec le mariage entre Emmanuel Macron et Brigitte Trogneux, sauf que l'affaire Brichel connaît des rebondissements actuellement, donnant des titres comme «Il faut sauver le soldat Brigitte, rien ne va plus à l'Elysée», à savoir aussi Vladimir Poutine déclare Klaus Schwab cible militaire légitime. C'est sur ces deux nouvelles que j'ai le plaisir de vous accueillir dans La France Libre, une émission du CNTF, CH, avec Philippe, avec Bruno et avec vous, messieurs, dames, qui nous regardez. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bruno. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, je vais commencer ce soir par deux petites actualités. La première, c'est pour vous dire qu'en Espagne, c'est pas comme en France, les prix de l'énergie dégringolent, tout simplement parce que l'Espagne a quitté depuis déjà maintenant 1 an et demi le système totalitaire européen de calcul des prix de l'énergie. Alors, actuellement, pour les heures creuses, on est à 9 centimes le kilowattheure pour l'électricité. Et le prix du samplon 95 est descendu à 1,37 €. Donc, je pense que tous ceux qui, en France, font le plein vont Oui, être assez intéressés par cette information. alors, on est à Oui, 1,80 € en France actuellement, 90 presque pour le gasoil. tout à fait. Ah voilà, c'est Euh, tout. D'autre part, il y a quand même des voix qui s'élèvent contre les mesures de plus en plus liberticides et totalitaires, parce que la fameuse loi contre les dérives médicales sectaires, eh bien, l'article 4 qui condamnait donc à de la prison tous les complotistes et les gens qui veulent dénoncer des effets secondaires de différents produits, eh bien, cet article 4 a été retoqué et rejeté par le Sénat. Alors, ça ne veut pas dire que la loi ne sera pas finalement votée, mais ça montre que de plus en plus de voix s'élèvent contre les mesures vraiment de plus en plus dictatoriales de notre oligarchie qui tente de nous gouverner, mais qui n'y arrivera pas. Oui, alors l'intervention de M. Poutine face à M. Klaus Schwab, Claude Schwab, c'est quand même quelque chose de fort et de lourd. Là, on est dans une explication de gravure qu'on entend rarement en haut lieu. Ce genre d'échange doit avoir lieu entre ces messieurs, mais rarement relayé sur Internet. Voilà, donc ça veut dire que ça chauffe. Ça veut dire qu'il y a des plans qui existent. Il y en avait un qu'on connaissait bien, qui est celui de Monsieur Schwab. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Ça, c'était l'essentiel du plan. Monsieur Poutine, visiblement, sur une autre logique. Il est du côté des BRICS. Donc, il envisage un monde un peu différent de celui qui est proposé par Monsieur Schwab. Je suis pas en train de dire que ce qu'il nous propose, c'est le bonheur absolu. Hein. Je dis simplement qu'à choisir entre sa vision des choses et celle de Monsieur Schwab, je n'hésite pas une seconde, à titre personnel. Hein. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Et de toute manière, qu'avons-nous comme choix d'autre que de regarder le spectacle se dérouler sous nos yeux? Voilà. Et puis effectivement, le Sénat qui retoque en quelque sorte ce texte sur les dérives médicales sectaires, c'est bien. Mais est-ce que ce sera suffisant pour arrêter quoi que ce soit dans la mesure où le 49.3 va bien s'immiscer quelque part à cet endroit-là? On verra si dans 6 mois, dans un an, les choses ont évolué suffisamment pour que ces messieurs fassent marche arrière sur ce projet de loi, qui est particulièrement liberticide et qui émeut particulièrement beaucoup de gens, et en particulier tout le monde médical. Ou bien est-ce qu'ils vont faire marche arrière, ou bien est-ce qu'ils vont faire marche avant? Et dans ce cas-là, il sera temps de se dire qu'il faut serrer les rangs. Voilà, pour pas dire autre chose. Voilà ce que je voulais dire en Très intro. bien. Est-ce que vous êtes déjà promené avec un micro-ondes sur la tête? J'en dis pas plus, on regarde l'actualité en images tout de suite et on se retrouve juste après. Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui les perturbations hyperfréquences d'écouteurs Bluetooth avec le téléphone qui est appairé. Hyperfréquence, c'est tout ce qui est micro-ondes, antenne relais, Wi-Fi, Bluetooth, babyphone, attention. Donc là, vous voyez des pics là. Vous voyez des pics, ça monte parce qu'en fait, il y a les téléphones portables avec lesquels je filme et le téléphone qui est juste à côté là, qui sont toujours en les notifications, pardon, assez souvent. Et c'est pour ça que ça monte comme ça descend, ça monte, ça descend. Donc en champ électrique, haute fréquence, HF, la valeur préconisée en lieu de repos, c'est 0,1 volts par mètre. Là, ici, on a un milieu industrialisé. Je suis dans un hangar, hein. Donc c'est logique que les valeurs, vous voyez, 1,6, il y a mon téléphone à côté, je vous rappelle, c'est de l'hyperfréquence, et autour de moi, donc, il y a des radars, des antennes relais, etc. Par contre, là, le téléphone à côté, il est en mode, il est en play, ouais, et là, j'ai des écouteurs Bluetooth. On va voir un petit peu à combien ça monte.
D'accord? Quand les écouteurs sont loin, c'est 0,8, voilà, 0,8 volts par mètre. Après, je vous dis, les pics comme ça, c'est quand il y a une connexion, parce que les téléphones sont tout le temps connectés à l'antenne 5G. Regardez, je vais rapprocher les écouteurs qui sont en mode de fonctionnement. Je monte à 9 volts par mètre environ. Donc c'est 90 fois la valeur préconisée en géobiologie. Donc ça vous explose le cerveau. Je vous dis pas ce que ça peut faire. C'est comme si vous aviez un micro-ondes à côté de la tête. Vous voyez, bonjour le cerveau. Donc attention pour les enfants. Surtout n'achetez pas ça, quoi. Voilà, la marque c'est du JBL, ça, je crois. Oui, c'est ça. JBL. Donc ça monte. Tout à l'heure c'était monté. On a fait l'essai là. Tout à l'heure c'était monté à 15 volts par mètre. Et d'ailleurs lui il crachait. Hein. Il crachait fort. Voilà. Ça dépend de ce qui retrouve. Si le téléphone est à côté, ça va monter plus fort. Voilà, ça monte un petit peu plus. Superbe technologie. Moi, personnellement, je préfère mon bon vieux à fil. Le bon vieux filaire, ouais, effectivement. Bah là, dans cette explication, pour ceux qui sont pas techniciens comme moi, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver parce qu'il faut des instruments de mesure. Et puis surtout, il faut comprendre, d'après ce que j'ai entendu, qu'il y a des interactions. C'est-à-dire que selon que l'objet est tout seul, ça peut bien se passer, mais si jamais il y a une interaction, ça va mal se passer, avec un autre objet, bien sûr. Hein. Et ça, c'est pas écrit dans la chanson. C'est pas écrit à un moment donné sur les médicaments ou sur certains objets de jouets d'enfants, il était écrit ne pas s'approcher du feu, ne pas mettre à la bouche, ne pas. Il y avait toute une liste d'interdictions. Et puis on s'est aperçu qu'avec cette liste d'interdictions, ça marche pas parce que c'est trop dangereux. Même si c'est écrit noir sur blanc, les constructeurs sont pénalisés si jamais il y a un accident. Donc il faut produire des produits qui soient tout à fait inoffensifs, même si on les avale, quoi. Voilà. Et là, on est dans l'électromagnétique et là, on change de monde. C'est-à-dire que les ondes électromagnétiques, elles ne se brident pas. On peut pas les brider. On passe à travers les murs avec. Elles partent un peu dans le sens qu'elles veulent en fonction de la couverture. Si c'est de l'acier, si c'est du béton, barité, pas barité, si c'est autre chose. Et donc voilà. Et donc là, on est dans un monde où on est dans le monde de l'inconnu. Et quand on pose des questions, par exemple sur la 5G, qu'on a pu poser à des maires de France, des maires de grandes villes de France, hein, ils nous répondent quoi? Ils nous répondent ça n'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui décide. Ah bon, mais qui décide? Voilà quoi. Hein. Donc voilà. Donc on est sur de toute manière la HF, c'est quelque chose à surveiller de près. C'est vrai. On est sur des ondes de l'ordre de 60 000 Hertz. C'est des hauteurs très importantes. Et bien sûr que ces instruments portent avec eux des risques si on est trop longtemps connecté, des risques si par hasard ils tombent dans des fréquences qui sont celles du cerveau, des risques que tous ces matériels sont auto-certifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auto-certification qui est apparue dans les années 90, c'est quoi? C'est l'industriel qui dit mon appareil il est conforme. Ah bon? Mais si jamais il l'est pas, ça se verra sur le terrain. Il y aura des morts et à ce moment-là, on s'inquiétera, on fera des enquêtes. Ah bon, d'accord. Mais au départ, c'est auto-certifié. Voilà. Alors, c'est pas vrai pour tout, mais c'est vrai pour de plus en plus de choses. Donc voilà le monde dans lequel nous avançons avec ces dangers. Évidemment qu'il faut être très prudent pour les enfants par rapport à ces objets électromagnétiques. Et surtout pour les bébés, avec les babyphones, hein, la démonstration a été faite, le babyphone ça émet aussi, donc évidemment ça envoie une certaine dose d'électricité dans l'air, donc il faut faire quand même assez attention avec ce genre de choses. Allez, le sujet du soir, étrange République française, dont plus personne ne veut, mais à laquelle tout le monde tient. Alors c'est vrai, Sylvain, que la notion de république, c'est quelque chose qu'on entend et qu'on entend depuis longtemps, et d'ailleurs depuis la Révolution française et même avant, mais souvent les gens se trompent sur la signification du mot. Le mot république, ça veut dire la chose publique. Ça ne veut pas forcément dire ce qui se passe actuellement au niveau de notre Constitution, qui d'ailleurs a été bafouée depuis 2008. C'est pas la vraie démocratie. Beaucoup de gens disent que la République, pensent que la République, c'est la forme ultime de la démocratie. Pas du tout. Si on remonte encore à la Grèce antique et qu'on parle encore de ce qui s'est passé à Athènes il y a 2500 ans, on avait une véritable démocratie, c'est-à-dire un gouvernement fait par le peuple et pour le peuple. Il n'y avait pas d'intermédiaire, il n'y avait pas de politiciens, il n'y avait pas de partis politiques. Donc, la vraie démocratie, c'est pas forcément la République telle qu'elle existe actuellement. Par contre, la démocratie peut très bien fonctionner sous une forme républicaine, c'est-à-dire c'est une forme qui respecte la chose publique. Donc, la démocratie, c'est quelque chose qui doit toujours aller dans le sens
où le peuple aura toujours le dernier mot et où il n'y a pas d'intermédiaire, pas de meneur, pas de chef, pas de gourou, pas de président. C'est vrai que nous, au Conseil national de transition français Canal historique, on a développé un certain nombre d'idées depuis des années, des personnes ont développé des idées, et nous, on a continué ces idées jusqu'à arriver à un aboutissement qui est une structure concrète pour pouvoir permettre au peuple de réellement gouverner son pays et un programme qui permet de relever en 2 à 3 ans le pays et de donner la souveraineté totale au peuple. Souvent, on a des lanceurs d'alerte qui ne font d'ailleurs souvent, dans beaucoup de cas, que dénoncer ce qui ne va pas. Nous, on a dénoncé depuis longtemps ce qui ne va pas, mais on va plus loin. On a un projet, on a la possibilité de pouvoir transformer le système actuel en un système réellement démocratique avec une structure réelle. C'est-à-dire que, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, on n'est pas là pour créer le chaos, on n'est pas des gens ni d'extrême gauche ni d'extrême droite, on est là pour proposer, pour organiser une transition pacifique réelle, c'est-à-dire quelque chose qui tienne la route avec des institutions qui soient concrètes, qui soient réelles, qui soient du plus petit niveau, c'est-à-dire au niveau de la commune jusqu'au niveau national, qui soient complètement et partout et à tout moment vérifiées, contrôlées et dirigées par le peuple, sous forme de commission, sous forme d'assemblée populaire, sous forme de justice dans laquelle les juges seront toujours entourés par des citoyens, des personnes physiques du peuple, et qui permettront dans tous les niveaux de pouvoir vérifier que la loi du peuple est respectée. Et ça, c'est important de le dire et de le répéter parce que nous, au Conseil national de transition français Canal historique, on se base là-dessus dans toutes nos actions à tous les niveaux. Et on est très vigilant sur le fait qu'on veut éviter que des personnes interviennent avec une pensée, je dirais, oligarchique ou républicaine, dans le sens où on a toujours des personnes qui pensent qu'il faut toujours un chef ou qu'il faut toujours quelqu'un pour décider à la place des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué dans la tête depuis des siècles, mais c'est totalement faux et on l'a prouvé par le fonctionnement des commissions que nous avons mis en place depuis 2 ans et qui ont permis d'arriver au résultat qu'on a actuellement. Il suffit d'aller sur notre site conseilnational.fr et à partir de là, on peut découvrir à la fois notre structure, notre programme et tous les textes techniques et juridiques qui nous permettent et qui permettent au peuple de se défendre. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Nous nous battons pour ne pas avoir un système pyramidal. Ce serait quand même lamentable nous-mêmes d'appliquer ce genre de choses. Ben oui. D'ailleurs, donc dans le futur système que nous proposons, et il y a donc deux piliers essentiels qui sont le tirage au sort, hein, tout simplement, et la non-représentation, c'est-à-dire qu'on a personne qui va représenter personne. Ça, c'est un point très très important. Et dans la République telle qu'elle existait, et effectivement, pourquoi est-ce qu'elle a été à un moment donné jugée indispensable? Par qui elle a été jugée indispensable? Par qui elle a été préférée? On va refaire un tout petit peu d'histoire, hein, en 1871, à la suite de la Commune de Paris. Et oui, c'est un petit peu vieux, mesdames et messieurs, je suis désolé. Mais on avait un certain monsieur Adolphe Thiers, qui était président de la Chambre, et qui était royaliste à fond. Hein. Il était royaliste, il était contre les impôts aussi. Hein. Il n'y avait pas que des mauvaises choses. Mais il était royaliste, et la Chambre était représentée à 80% par des royalistes. Et là, il a fallu choisir, après la Commune de Paris, qu'est-ce qu'on fait? On va voter pour un roi, hein. C'était le comte de Chamfort, je crois, ou Chamfort, je crois, qui était présélectionné pour être roi de France, tout simplement. Et ça roulait comme sur des roulettes. C'était parti mon kiki. Et puis, au dernier moment, monsieur Adolphe Thiers, pardonnez-moi, s'est fendu d'un immense discours auprès de ces messieurs de la Chambre en leur expliquant que un tas de choses, et notamment que la République, c'était bien plus avantageux pour eux, pour protéger leur fortune en particulier, que la royauté. Bon. Donc il a fait une belle démonstration que je ne vais pas vous refaire ici, mais je vais simplement vous en dire la finalité, la conclusion, c'est que même Adolphe Thiers, royaliste jusqu'au fond des yeux, a demandé aux autres royalistes de bien vouloir faire rentrer la République dans le système politique. Parce qu'avec ce système-là, on ferait beaucoup plus de choses que ce qu'on pourrait faire si c'était un roi. Alors la démonstration était brillante. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes obligés de constater qu'il avait raison sur un tas de points, et en particulier la capacité pour les riches, pour les gens de bien, à maintenir leurs biens et leurs richesses, alors que les pauvres continuaient de naviguer dans la pauvreté.
Et donc il a mis tout ça à plat et il en est à l'origine. Donc cette république, elle est née, elle a été comment dirais-je, contre toute attente, promue par des royalistes sur un argumentaire d'un bourgeois qui s'appelait M. Adolphe Thiers, politicien néanmoins, et qui a eu cette vision des choses qui consistait à dire il nous faut une république car ça sera drôlement bien. Voilà. Et ils ont eu la république et ça a été drôlement bien pour eux. La république, ça n'a pas empêché notamment Monsieur Clémenceau de tirer à balles réelles ou faire tirer à balles réelles sur les pauvres paysans du Languedoc qui avaient quelques soucis. Ça n'a pas empêché d'être très peu populaire, d'être un gardien de cette république assez musclé pour pas dire autre chose. On a eu plus tard besoin de cet esprit de décision de Monsieur Clémenceau face à l'Allemagne de Guillaume II, pardon, et qui nous envahissait évidemment en 14-18. Ça nous a servi à ce moment-là. Mais le reste du temps, le bas peuple, si je puis dire, il n'a pas trop vu passer les bienfaits de la République. Alors on lui a expliqué que si, il vote, donc c'est bon. Hein. Ah bon, si je vote, c'est tout bon. Alors on va voter, tu vois. Mais les votes arrivaient toujours au même endroit, au même moment, pour dire la même chose et tomber sur les mêmes personnes. Car au fond, les gens faisaient confiance, les votants faisaient confiance à des personnes qu'ils connaissaient. Et comme c'était toujours les mêmes, ils votaient pour les mêmes. Voilà. Grosso modo. Donc voilà ce qui s'est passé pour cette République. Ça, c'est ceux qui n'en voulaient pas et qui l'ont promu. Et puis il y a tous ceux qui se disent mais on peut pas s'en passer parce que même si on s'en sépare, si on s'en sépare, on va perdre le peu de démocratie que nous garantit cette République, à savoir de pouvoir aller voter tous les 7 ans, tous les 5 ans ou tous les 3 ans, ça dépend des cas, qui est le petit fil qui nous relie à la démocratie. Voilà. Alors, si on le coupe, que va-t-il nous advenir? Il va advenir ce que nous proposons, c'est-à-dire qu'on va tomber dans la vraie démocratie, on va supprimer la représentation politique, on va donc tirer au sort un certain nombre de personnes pour se garantir qu'il n'y aura pas de corruption, tout simplement, pour se garantir contre la corruption, tout fait corruptif. Et voilà, ça paraît simple, raconter comme ça, c'est très simple. Et ça met effectivement en œuvre des mécanismes qui sont simples, mais ils sont tellement simples et tellement efficaces en faveur de la population que, il y a 2500 ans en arrière, l'expérience ayant déjà été démarrée dans la Grèce antique et en particulier dans l'Athènes antique, eh bien, il a fallu se battre pied à pied pour maintenir cette vraie démocratie avec cette forme d'exploitation que je viens de citer, c'est-à-dire pas de représentation et tirage au sort. Il a fallu que les Athéniens de cette époque se battent pied à pied contre les autres villes, beaucoup d'autres villes, et contre les Perses, contre les Spartiates et sûrement d'autres, pour simplement pouvoir continuer de laisser vivre les principes qu'ils avaient eux-mêmes établis pour leur propre gouvernance. Sachant que tous les autres, qui étaient des oligarques, c'est-à-dire qui étaient les peu qui gouvernent, hein, c'est ça l'oligarchie, hein, c'est les peu, c'est le petit nombre qui gouverne, eh bien ces autres oligarques ne voulaient absolument pas que même à cet endroit-là vive une forme de démocratie, parce que c'était prendre pour eux le risque qu'il y ait un effet de boule de neige, évidemment, et que les populations qu'ils maintenaient sérieusement et férocement en esclavage ne prennent l'idée de copier les Grecs et de se libérer de leur chaîne et de faire une démocratie, évidemment. Voilà contre quoi se bat la démocratie. Aujourd'hui, c'est contre les oligarques. Oui. Oui, Philippe. Et si on fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, d'où l'importance énorme des actions que nous menons, c'est-à-dire des actions qui sont essentiellement des actions d'information pour informer la population qu'il existe la possibilité d'établir une véritable démocratie. Et la structure et le programme que nous avons mis en place tous ensemble n'appartient à personne. Personne ne peut se réclamer comme étant le propriétaire de la mise en place de la structure et du programme que nous avons fait, parce que c'est un travail collectif qui a été réalisé en 2021 et 2022 et qui donc aboutit à quelque chose qui nous a surpris, parce que finalement on a découvert après coup que ce qui avait été fait à Athènes il y a 2500 ans, Philippe, justement, arrivait pratiquement aux mêmes conclusions et au même type de structure que celles que nous avons mise en place par l'intelligence collective. Et donc, ça veut dire que dans l'humanité, même avec 2500 ans d'écart, les gens qui agissent et qui réfléchissent intelligemment d'une manière collective pour arriver à une vraie liberté, une vraie démocratie, finalement retombent sur les mêmes solutions. Alors méfions-nous des contrefaçons, hein, puisque aujourd'hui on nous parle de la démocratie comme si c'était la République et de la République comme si c'était la démocratie. On a l'impression que les mots sont interchangeables alors qu'en fait ils n'ont pas du tout le même sens.
La République, tu l'as dit tout à l'heure, à l'initiale, c'était la chose publique. Louis XIV parlait de la République, de la chose publique. Et puis, c'est devenu ensuite un système de gouvernement par opposition à la royauté. Et puis après a été intégré le mot démocratie, notamment dans le Parlement américain, bien sûr, mais aussi en France, pour parler en général d'une démocratie dès lors qu'on est en République. Ce qui est intellectuellement une forfaiture, puisqu'il y a pas forcément de démocratie là où il y a une République, loin s'en faut, loin s'en faut. Donc le mot République n'existait pas d'ailleurs ou très peu chez les Grecs anciens. Il ne parlait que de démocratie, c'est-à-dire de gouvernement par le peuple. Ça, c'est l'étymologie du mot en grec. Voilà, et ce mot a été créé à l'époque de la démocratie. Il n'a pas été pensé 100 ans ou 200 ans ou 300 ans avant. Non, pas du tout. Il a été créé à l'époque de la démocratie, c'est-à-dire qu'il faut le vivre pour le comprendre, pour le désigner. Voilà, je crois que c'est important de dire tout ça dans l'ordre. Sinon, voilà, on passe à côté des réalités. Alors, la deuxième chose, c'est que et quand je dis méfions-nous des contrefaçons, même dans la Grèce antique, il y avait des gens, aujourd'hui encore, tout le monde serait prêt à mettre sa tête à couper que c'était des démocrates. Eh bien, pas du tout. Et Platon, les Socrates n'étaient pas des démocrates. Bien sûr que non, ils étaient même anti-démocrates. On pouvait pas être juste pas d'accord avec la démocratie. On était forcément très contre la démocratie, comme les démocrates étaient très opposés aux oligarques. Sauf que eux, ils intégraient sur les bancs de l'APNICA, de l'APNIX, c'est-à-dire de l'Assemblée du peuple, ils intégraient aussi bien des gens du peuple que des oligarques, justement, qui pouvaient venir aussi. Alors que dans l'autre sens, ça marchait pas. Donc voilà. Donc il y avait toute une série, une philosophie de la démocratie qui laissait la place à tout le monde, et c'est quelque chose qui était innovant, qui a été risqué pour ces peuples-là, mais je dirais qu'aujourd'hui nous bénéficions de leur expérience. Il y a aujourd'hui des réécritures sur l'histoire de ce qui s'est passé au 5e siècle avant Jésus-Christ en Athènes. Il y a des réécritures en cours, des réécritures qui sont finalisées, qui bouleversent la donne. Je le dis sincèrement, qui bouleversent les choses et desquelles nous sommes inspirés finalement sans le savoir, un petit peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Eh bien nous avons fait un petit peu de démocratie en supprimant la représentation politique et en faisant que les jurés soient des jurés populaires assistés par des professionnels, mais ce sont les jurés populaires qui vont prendre les décisions finales dans les procès. Etc. Et en faisant qu'il n'y ait pas de représentation, bien entendu, hein, la représentation politique qui est la clé de voûte de la liberté, donc de la démocratie. Voilà. Donc méfions-nous des... Philippe, oui. Philippe, on peut dire aussi que malheureusement, on a tous eu finalement depuis notre naissance un lavage de cerveau qui fait que on a toujours essayé de nous mettre en compétition avec les autres et au lieu de travailler en solidarité, on a toujours des personnes qui se croient démocrates, mais qui finalement, quand on creuse un petit peu, ce sont des gens qui cherchent finalement à imposer leurs idées coûte que coûte, et sans finalement respecter la notion réelle de démocratie. C'est-à-dire que quand on a une idée, on la propose, et puis à partir de là, elle est décidée par l'ensemble, par le collectif. C'est vrai que dans une assemblée du peuple, il y a toujours des gens qui sont des leaders, qui vont se mettre en avant et qui vont lancer des idées. On l'a vu pendant la Révolution française. Mais dans une vraie démocratie, ces idées doivent être débattues et ce qui compte, c'est, comme nous l'avons décidé d'ailleurs, une majorité non pas à 50% ou 51%, mais une majorité minimum à 67%. Ce qui fait qu'on arrive presque à un consensus. Alors, on n'aura jamais un accord total, mais on s'en approchera quand même beaucoup mieux que dans un système comme la République actuelle. Alors ceux qui avaient des idées au temps de la Grèce antique, de l'Athènes antique plutôt, on les appelait les rhétoriciens parce qu'ils avaient la capacité à parler en public et à exposer des idées. Alors ils jouaient cher ces gens-là parce que s'ils étaient jugés malhonnêtes, ils pouvaient aller en prison et payer des amendes. Donc il fallait quand même être sûr de soi pour monter sur le podium, comme on dit. Hein. Mais il y en avait quand même qui montaient et ils exprimaient des idées. Et à la fin, qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'on votait pour ces messieurs? Pas du tout. On votait pour leurs idées. Et alors ça, c'est une bonne idée. Tiens, on va refaire l'APNICA, on va refaire l'architecture du Panthéon parce qu'il est un petit peu démoli. Ou bien on va redresser nos murailles parce que les Perses sont pas loin. Ou bien on va faire des choix stratégiques. Ou pas stratégiques. Hein. Ça peut être aussi la couleur des poubelles dans la rue. Hein. On fait comme on veut. Hein. Donc tout ça a été traité en assemblée populaire et c'était les idées qui étaient choisies, pas les êtres humains, pas les hommes. Les hommes, ils étaient heureux d'avoir participé au bien commun de la cité et ils rentraient chez eux. Voilà.
Voilà comment ça se passait. La démocratie a été assassinée, pas de souci, nous allons lui redonner un sens, nous allons lui redonner vie. Merci à vous messieurs dames de nous suivre. Prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition français, canal historique, mercredi aux alentours de 19h30. Nous vous souhaitons une excellente soirée et à mercredi. Merci Philippe, merci Bruno, merci à vous.